je suis très heureuse d'être ici. Merci pour m'aider avec la traduction. Alors, le français, c'est pas ma langue. J'ai appris le français quand j'étais tout petite. J'ai vécu à la Côte d'Ivoire, en Afrique et à Genève pour un an. Mais ça fait plus de 40 ans que je ne parle pas le français. Et je n'ai jamais parlé de mon travail en français. Alors, je ferai beaucoup d'erreurs, mais bon, j'espère que vous pouvez comprendre et j'aurai des mots en anglais aussi. Alors, on va commencer pour vous faire parler, parce que parler, c'est difficile pour moi. Alors, c'est vous qui vous parlerez. C'est quoi, quels de ces objets, c'est différent ici? Lequel vous pensez que ça n'appartient pas dans cet ensemble des objets? Il y a quelqu'un qui c'est un peu différent. L'eau. Quelqu'un a dit de l'eau. Quelqu'un d'autre. Pourquoi de l'eau? C'est une source naturelle. Quoi encore? Vous avez des autres idées? La pluie. Pourquoi la pluie? La pluie, c'est le petit robot. Oui, c'est exactement. C'est la pluie. Parce que la pluie, il n'y a pas des électroniques dedans. C'est la seule chose qu'on n'a pas programmée. Les autres objets, il y a quelqu'un qui a fait de la programmation. C'est comme en anglais, on dit c'est un objet intelligent, mais ce n'est pas parce que l'objet c'est intelligent, c'est parce que quelqu'un l'a programmé. La pluie, il n'y a rien. C'est tout poupée. C'est que ça. Alors l'idée d'enseigner aux enfants à programmer, ce n'est pas nouvelle. C'est quelque chose que ça fait beaucoup de temps. Alors ici, c'est Seymour Papert, c'est lui qui a été mon directeur de thèse aux États-Unis et je suis arrivée d'Argentine à MIT pour travailler avec lui en 1990. On est en Suisse, 90? Oui. Et ici, c'est Seymour quand il était jeune. Moi, je n'ai pas connu là-bas. Mais ça fait beaucoup de temps qu'il disait que les enfants pouvaient apprendre avec des objets. Pas tout le temps avec les écrans, mais c'est commencé, la première tortue de logo, c'était un tortue. C'était quelque chose qui marchait et ce n'était pas dans un écran. Et à ce temps-là, c'était très cher de faire des objets pour les enfants. Alors, pas tout le monde pouvait apprendre la programmation ou le codage sur des objets. Alors, c'est le plus connu, c'est le logo que peut-être vous connaissez déjà. Tout le monde connaît le logo? Oui. Alors, c'est la petite tortue qu'on doit faire marcher. Alors, Seymour a réalisé et ça a donné compte que ce n'était pas seulement la technologie. Si on amenait la technologie, on la mettait dans une école, ça valait pas la peine. Ça ne va pas faire des changements. Ce que vous voulez, c'est de changer des idées. Comment les personnes pensent. Pas seulement la technologie, sans la didactique et sans la pédagogie, ça ne va pas faire beaucoup. Alors, il a écrit un livre qu'on appelle en anglais, s'appelle Mindstorm, mais en français, c'est... Je ne peux pas le prononcer. Alors, et Mindstorm, c'est très intéressant parce que si vous connaissez les robots Mindstorms de Lego, ça s'appelle Mindstorms depuis son livre. Et moi, j'ai eu de la chance, j'étais un étudiant à MIT quand on travaillait dans la première version de Mindstorms. Quand il n'était pas jaune, il était rouge, il était grand comme ça. Alors, c'est très intéressant. Alors, de là, tout le monde, en 1990, tout le monde parlait de la programmation à les écoles. Il y a eu beaucoup des expériences, surtout au Costa Rica. Je pense que Costa Rica, c'était le premier pays du monde qui a vraiment introduit l'idée de la programmation en école et à niveau national avec le gouvernement. Et ça, c'était en 1990, 1980s. Ça fait beaucoup de temps. Et après, on n'a plus écouté. Voilà. Et ça fait 10 ans ou 5 ans, au moins aux États-Unis, mais aussi au monde, l'idée de la programmation, c'est revenu. Voilà, maintenant tout le monde parle encore de la programmation. Et il y a Code.org aux États-Unis, mais aussi à tout le monde. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que c'est revenu? Parce que les idées que la programmation c'est important à l'école, c'était toujours là. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez des idées? Qu'est-ce qui s'est passé? On sait qu'est-ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est ça. C'est qu'il y a des entreprises qui ont besoin d'emplois en informatique. Alors, c'est ça ce qui s'est passé. C'est simplement qu'on sait qu'on a besoin de plus en plus
des gens qui travaillent aux ordinateurs. Et alors ça a mis la pression sur le système éducatif pour recommencer à enseigner l'informatique. Mais ça, c'est pas pour que j'enseigne aux États-Unis ou j'enseigne tout le monde l'informatique. Ça ne m'intéresse pas, vraiment. C'est bien qu'il y a des compagnies qui ont besoin de l'informatique, mais ça, c'est pas ce qu'on pense de pourquoi on enseigne l'informatique. C'est pas une pipeline for a workforce, as we say, comme on dit aux États-Unis. C'est pas workforce. On enseigne ça parce que je pense que l'informatique, c'est comme une alphabétisation. Et c'est l'alphabétisation de ce siècle-ci. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'alphabétisation? Si la programmation, c'est l'alphabétisation, c'est pour tout le monde. Et l'alphabétisation a une mission de changer le monde, de changer la façon de penser et de changer les structures politiques aussi. Alors, qu'est-ce que c'est l'alphabétisme? C'est la capacité d'utiliser un système de symboles, l'anglais, l'espagnol, le français, et un outil technologique pour comprendre, générer, communiquer, exprimer des avis ou de penser. Alors maintenant, pour nous, les systèmes de symboles, ça va être le codage, ça peut être Java, C, Python, Scratch Junior, Keyboard, ce que vous voulez. Et les outils de technologie, c'est un langage de programmation, mais ça va changer, et ça change tout le temps. Aujourd'hui, c'est Scratch Junior, dans 10 ans, on a quelque chose de nouveau. Alors, l'alphabétisation dans l'histoire a changé notre façon de penser. Quand on pense à le temps où l'humanité, en Rome ou en grec, il y avait quelqu'un qui venait à la place et racontait des histoires. Et ces histoires étaient complètement cycliques. Et il y avait beaucoup de personnages, c'était des épiques, pour qu'on pouvait se rappeler. Parce que quand c'est passé, on ne se rappelait plus. S'il y avait une personne qui racontait une histoire, ça restait. Mais après, quand la personne partait, l'histoire aussi partait, ou sinon il était changé quand la personne changeait. Après, quand les premiers écrivains et les écrivains ont venu, c'est eux qui avaient le pouvoir, parce qu'ils pouvaient transformer ces histoires dans une liste pour que les personnes le rappellent, mais c'est eux qui avaient le pouvoir, pas tout le monde. C'est eux qui avaient la connexion directe avec le roi ou avec la personne. Avant, l'imprimerie, sa démocratisation de l'écriture, parce que les gens pouvaient écrire ce qu'ils voulaient et ils pouvaient l'envoyer pour tout le monde pour le lire. Alors, qu'est-ce que ça va passer le codage? C'est la continuation de ça. Est-ce que les gens qui ne savent pas coder ou programmer, ils seront dehors du système parce qu'ils ne pourront pas comprendre ce qui se passe dans le monde? Par exemple, aux États-Unis, maintenant, on a une question avec la net neutrality. Je ne sais pas s'il y a ici, mais c'est très important. Et si on ne comprend pas qu'est-ce que c'est un algorithme, on ne va pas pouvoir participer dans un discours social et civique, parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce que c'est. Alors, qu'est-ce qui va passer? Bon, la programmation promet la pensée abstraite, la pensée systématique. Je ne veux pas tous vous êtes ici parce que vous savez ça. Je ne veux pas vous comprendre que c'est important de faire de la programmation pour les enfants. C'est l'apprentissage pour rôle, la résolution des problèmes. Et aux États-Unis, cette pensée informatique qu'on appelle computational thinking. Alors, ce n'est pas seulement apprendre à faire quelque chose dans l'ordinateur, un projet, mais aussi à penser. Et ça, c'est le plus important. Ça va back à Seymour Papert. Ce n'est pas seulement le codage, mais c'est le codage pour penser des idées différentes. Alors, ça, c'est un savoir-faire utile à tous, à tout le monde. Comme l'écriture, c'est utile pas seulement pour les écrivains ou les journalistes qui sont des professionnels à l'écriture. On sait qu'on doit écrire pour exprimer, c'est ce qu'on veut. Par exemple, je peux écrire un mot d'amour, ou je peux écrire un papier académique, ou je peux écrire ce qu'on veut. C'est un outil tout. C'est la même chose avec les algorithmes et la programmation et les pensées numériques. C'est pour exprimer des idées, pas seulement pour la résolution de problèmes mathématiques à l'école. Alors, l'expression, comme l'alphabétisation, c'est ce qu'on veut avec l'alphabétisation, c'est pouvoir s'exprimer. C'est ce qu'on veut quand les enfants apprennent le codage, c'est aussi d'exprimer et d'exprimer des idées, d'exprimer, de faire des différents projets. Alors, il y a beaucoup de langues, comme vous savez, mais aucun d'un, c'est pour les petits-enfants. On ne peut pas demander à un enfant de 4 ans
ou 5 ans qui vient de commencer à apprendre à écrire et même à lire, de comprendre ça. Alors ça, c'est ce qu'on fait à ma groupe de recherche aux États-Unis, à l'université de Tufts. Et DevTech, c'est le nom de mon groupe, Developmental Technology. Et ce qu'on fait avec mes étudiants et mes chercheurs, c'est on conçoit des langages de programmation pour les tout petits enfants de 4 ans à 7 ans. Ça, c'est ce qu'on fait. Et ici, je vais vous raconter les deux, mais on a plusieurs d'autres qui ne sont pas dans l'étage d'être pour le public. Mais ces deux, c'est déjà pour le public. Et ça, Scratch Junior, c'est avec mon collègue Mick Tresnick de MIT et aussi Playful Invention Company et Kibo, le robot. Alors, combien de personnes connaissent ici Scratch Junior? Presque tout le monde. Pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est bien. Je vais vous montrer une petite vidéo. Je peux trouver mon mouse. Je vois. Voilà. Alors, pour ceux qui ne les connaissent pas, on fait un projet, on choisit une étage qu'on veut, on fait des idées, qu'on veut, on peut prendre une photographie, on peut juste s'y passer. Et quand on a ça, on a les personnages dans un librairie, on peut dessiner, on peut prendre une grenouille. Maintenant, je vais faire la programmation de la grenouille. Elle va sauter le foie, elle va s'agrandir le foie, elle va se mettre petit le foie. Et maintenant, je vais enregistrer. Je vais placer ça dans ma séquence. Je vais répéter ces séquences d'action 4 fois. Voilà la petite grenouille. Après ça, je peux avoir d'autres pages. Je peux écrire et autre chose. Alors, Scratch Junior, c'est fait comme ça, si vous voyez de gauche à droite, pour que les enfants ils sont en train d'apprendre l'écriture. Et dans plus de pays, pas tous les pays. J'ai donné des conférences où les gens ont dit, mais non, c'est de droite à gauche. Mais la plupart des pays, c'est de gauche à droite. Alors, c'est pour ça qu'on a fait. Et si vous connaissez, pour faire sauter la grenouille, si vous connaissez Scratch, ça c'est un programme, c'est ce que je veux faire avec Scratch. Et à Scratch Junior, c'est ce qu'on fait. Alors, on a passé 3 ans de recherche dans mon laboratoire pour aller de quelque chose de compliqué à quelque chose de simple. 3 ans pour arriver à ça. Alors, ça c'est un petit peu de l'histoire de Scratch Junior. On a reçu de la bourse, on dit, de grant, bourse du gouvernement des États-Unis, National Science Foundation, en 2014. Et on a, au début, c'était qu'une tablette, des iPad, et après, c'était des Android, des Google Chrome, et on l'a traduit dans différents langages. C'est très important que les gens le puissent utiliser dans sa propre langue. Et maintenant, on continue à faire des gens, c'est complètement gratuit, on travaille beaucoup pour que ça serait toujours gratuit. Alors, un petit peu des indicateurs de Scratch Junior. Dès qu'on a lancé ce projet en 2014, il y a plus de 9,5 millions de gens qui l'utilisent, plus de 19 millions de projets. Et il y a beaucoup de gens qui partagent le projet. Il y a plus de 2000 langages et dialectes. C'est incroyable. Et le français est la 4e langue la plus utilisée à Scratch Junior. Alors, il est dans tous les pays du monde, sauf 2 pays, North Korea et Western Sahara. Alors, c'est vraiment très, très bien pour nous. Alors, qu'est-ce qui se passe en Europe? J'ai décidé, si je suis en Europe, je vais vous montrer un petit peu de ce qui se passe en Europe. Les pays en Europe que j'utilise le plus, c'est la Grande-Bretagne, Suède, Espagne, France, le pays 4, le 4e. Finlande, Pays-Bas, Italie, Pologne, Irlande, Allemagne et la Suisse, c'est le numéro 17. Mais la Suisse est tout petit. Alors, c'est intéressant que c'est le pays tendance. Je vais vous montrer un projet qu'on fait avec des étudiants quand on utilise des Scratch Junior, que c'est une façon d'utiliser Scratch Junior un petit peu différente que comment tout le monde l'utilise. C'est penser à la tablette,
pas seulement comme un objet, mais c'est comme la collaboration de différentes tablettes. Alors, avec beaucoup de tablettes, on fait la coopération. Alors, ça, on a fait des projets dans tout le monde pour faire une célébration du fête qui se passe dans différentes cultures du monde. Et ça, c'est la nouvelle année lunaire en Chine. Et c'est avec beaucoup de tablettes. Alors, si vous êtes intéressé de trouver des projets comme ça, ou si vous voulez savoir plus de Scratch Junior, voilà ce que vous pouvez les trouver. Mais Scratch Junior, c'est bien. Je suis contente. On a travaillé beaucoup à le faire, mais il y a quelque chose qui manque avec Scratch Junior. On essaye de le faire avec beaucoup de tablettes et la collaboration, mais c'est l'enfant et l'écran comme ça. Et quand on pense aux petits-enfants, enfants de 4 à 7 ans, on veut qu'ils apprennent à penser et de manière algorithmique, et logicale, et sequencing, on veut tout ça, mais on ne veut pas la face à l'écran. Parce que ça, ce n'est pas pour le développement, ce n'est pas la meilleure chose. Quand on passe aux technologies, on pense à ça. On pense, je vais le dire en anglais parce qu'en français, c'est le playground. On pense à les expériences que les enfants ont au playground. Ils courent, il y a le physique, il y a l'imagination, il y a la résolution de problèmes, parce que les enfants au playground, ils se bagarrent, right? Il y a la parole, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi. Et surtout, il y a l'imagination. Et les adultes, où ils sont, souvent ils sont assis à côté. Ils laissent les enfants faire des choses et inventer et recevoir des problèmes quand ils arrivent. Mais si on prend la métaphore de le playground et on a fait un contraste avec celui-là, ça c'est le playpen, ça c'est beaucoup plus limité. Alors c'est complètement soft, safe. Oui, alors il n'y a pas de problème, mais c'est plus limité. Il n'y a pas tellement de collaboration, pas tellement de gens qui parlent, pas tellement d'inventifs. C'est les adultes qui décident qu'est-ce qu'ils vont donner aux enfants pour qu'ils jouent. Alors, unfortunately, je ne sais pas comment dire. Malheureusement, quand on passe aux technologies pour enfants de 4 à 7 ans, presque toutes les technologies sont de playpen. Ils enseignent les numéros, ils enseignent les lettres, ils enseignent les mots, mais ce n'est pas tellement créatif. Mais les langages de programmation, pourquoi c'est différent? Parce que c'est un playground. On peut faire ce qu'on veut. On peut faire complètement. Alors, les technologies, les langages de programmation, ça va changer. Dans 10 ans, ce seront différents. Mais l'idée de playground versus playpen, ça ne change pas. C'est toujours. Et ça peut nous servir pour, quand on est un enseignant, pour choisir les technologies qu'on va utiliser avec les enfants, les petits, de 4 à 100 ans. Parce qu'on veut des technologies on peut faire les mêmes activités qu'on peut faire à playground, pas en playpen. Alors, ce qu'on fait pour ça, c'est Kibo, et c'est un petit robot où on peut apprendre la programmation sans des écrans. On programme le Kibo avec des cubes de bois. Et il n'y a pas d'écran, et il y a des sensors. Il y a des capteurs de lumière, capteurs de son, capteurs de distance. Et voilà le full kit, c'est ce qu'il y a. Vous avez les plateformes d'art pour l'artistique, pour l'expression artistique. Vous avez des cubes qui ont de différentes couleurs,
comme Scratch Junior, mais c'est un peu le tangible. Hier, quelqu'un a dit dans son présence qu'on devait avoir plus de choses tangibles et parler de cartes. Bon, ça, c'est vraiment tangible. Alors, comment est-ce qu'on fait programmer, je vais laisser l'enfant vous expliquer. C'est en anglais les vidéos, mais je pense que vous pouvez lire tout le monde. Je vais pas essayer de traduire. Come forward. Then I'll go to the right. No, to the left. To the right, left. Right, left, right, left. Voilà, ça c'est comme un programme avec Kibo. Mais le robot itself, c'est pas très intéressant. Et on a fait ça en exprès. On ne veut pas que le robot c'est quelque chose de mignon pour que c'est fini. Non, le robot c'est pas mignon et c'est pas fini. On doit l'activité artistique des enfants. Alors on va intégrer l'art aussi avec le robot et la plateforme. Et comment est-ce qu'on enseigne ici aux enfants et aux enseignants? Bon, de la même façon. Ça, c'est comment on enseigne. On l'intègre, l'intégration avec des sujets. On travaille par terre. On y a dans la classe de programmation, il y a des choses pour faire de l'art. Et c'est la même méthodologie, la même façon d'enseigner, la même didactique pour les petits de 4 ans comme pour les enseignants. On fait la même chose. Et Kibo, j'ai eu de la chance, c'est aussi j'ai reçu la bourse du gouvernement la même année que Scratch Junior. Alors je faisais les deux en même temps. Et maintenant, Kibo, il est dans 50 pays du monde. Et c'est vraiment, c'est très intéressant. Mais il y a un pays qui a fait les choses un petit différentes que le reste, et ce pays, c'est Singapour. Et j'ai travaillé beaucoup à Singapour. Ce que vous voyez ici, c'est le ministre d'éducation de Singapour. Et Singapour a décidé qu'il devait commencer l'enseignement de la programmation quand les enfants avaient 4 à 5 ans. Et ça, c'est passé, c'est parce qu'on sait que quand les enfants ont 10 ans, c'est déjà trop tard. Parce que les filles ne vont pas aller, et les minorités aux États-Unis, je ne suis pas ici, ne vont pas aller. Alors c'est très très important qu'ils commencent quand ils sont tout petits. Alors on a travaillé beaucoup avec le gouvernement de Singapour. C'est un projet qui s'appelle Playmaker. Ils ne voulaient pas des choses dans l'écran. Pour eux, c'est très important que c'était des choses tangibles. Je vais vous montrer cette vidéo de comment je suis arrivée à Singapour. Un jour, ils m'ont dit, bon, voilà vos enseignants, vous avez 700 mètres. J'ai dit, mais j'ai 2 heures, qu'est-ce que je veux faire? 2 heures, je ne vais pas parler aux enseignants, on fait des choses. Alors j'ai décidé, bon, à Singapour, il y a un zoo qui est vraiment magnifique. Alors on s'est divisé en équipe et j'ai demandé à chaque groupe de recréer un animal avec Kibo qu'on peut trouver dans le zoo de Singapour. Et vous devez penser, this is un seigneur de kindergarten. Ils enseignent à 5 ans. Il n'aime pas la computation. Il ne veut rien savoir avec l'ordinateur, mais c'est Singapour. Le ministre a dit que ça, ce qu'on fait faire, tout le monde fait ça. Pas de question. Alors, c'était vraiment différent. Alors, ça, c'est le résultat de 2 heures.
c'est comme l'alphabétisation. Quand on écrit, tout le monde peut écrire un poème complètement différent. Quand on utilise le seul matériel ici, c'est Kibo et les choses pour faire de l'art, tous les gens ont fait des animaux complètement différents. Des animaux qui sont complètement... Même s'il y avait 2 lions, les 2 lions étaient complètement différents. Et c'est ce qu'on cherche quand on enseigne l'informatique à l'école. On veut, comme l'alphabétisation, on veut que les gens, les petits-enfants, peuvent s'exprimer. Exprimer ce qu'ils veulent, exprimer ses rêves, exprimer ce que c'est à eux, l'identité. Alors, ça, c'était complètement différent pour Singapour parce qu'ils n'étaient pas habitués. La tradition où tout le monde fait le même animal. Ce n'est pas comme ça qu'on travaille. Quand on travaille, notre façon d'enseigner la programmation, c'est de permettre à tous les enfants de s'exprimer d'une façon différente. Et c'est pour ça qu'on fait la comparaison avec l'alphabétisation. Alors maintenant, je vais vous montrer des petits exemples de comment on intègre ça dans les différents sujets à l'école. Et parce que ça, c'est l'intégration. Voilà la petite chenille, c'est bon, je pense que vous connaissez ce livre. C'est une petite chenille qui a beaucoup de vent, alors elle marche pour manger. Alors, ce qu'on fait, c'est à l'école, tout le temps, il lit ce livre, et après, traditionnellement, ce qu'il faut, il faut un dessin. Mais ici, ce qu'on fait, c'est une pièce de théâtre avec les robots, pour montrer. Voilà, une petite pièce. Et c'est les enfants qui font ça, ce n'est pas le maîtresse, l'enseignant. Alors ici, c'est pour nous, c'est très important que le codage n'est pas disconnecté de ce qui passe à l'école. Voici la mathématique, ça c'est l'inspiration, c'est le logo qu'on faisait des triangles et la géométrie. Voilà, on attache un feutre au robot et le robot peut dessiner et faire des choses géométriques. Et aussi, on fait beaucoup d'intégration avec l'histoire et la géographie. Et c'est curriculum, c'est un de mes favoris. Et ça s'appelle les danses dans le monde. Moi, j'adore danser. J'aime bien danser. C'est très bien danser. Alors, les enfants, ils étudient une partie du monde. Ils étudient la danse, ils étudient la musique, ils étudient les choses qu'on s'habille. Et après, ils font les robots danser. Et ils font une performance pour les parents après. Voilà un peu de salsa. Et aussi, on a des danses en groupe. Alors ça, c'est la prise, c'est la 10e prise. Parce que la première prise de vidéo, tous les robots avec... Alors, ils ont beaucoup utilisé la mathématique et la prédiction et la science pour que le robot ne se frappe pas avec les autres. Ils ont dû penser une chorégraphie. Et c'est ce que vous voyez, c'était des jupes qui sont faites avec des filtres de café. Alors, on intègre toutes sortes de choses. Et je me suis dit que je suis d'Argentine. Alors, qu'est-ce que vous pensez que ça sera? Alors, on a de tout pays du monde et on travaille dans tout le monde de cette façon. Et on intègre tout. Si vous voulez savoir plus de choses, voilà le livre que je viens de publier, vous avez lu. Mais je vais vous donner les idées principales, les idées fondamentales qu'on travaille quand on enseigne la programmation. C'est les algorithmes, la modélisation, les structures de contrôle, représentation, processus de conception, débugage, matériel et logiciel. Ça, on commence quand les enfants ont 4 ans, pre-K, pre-kindergarten. Et ces mêmes idées, c'est de continuer jusqu'au lycée et même après. C'est plus difficile, c'est plus sophistiqué, mais c'est la même idée. Et cette idée, on commence à les enseigner avec Scratch Junior, mais aussi avec Kibo, et ça continue. Je ne vais pas parler beaucoup de ça, mais ça c'est dans le livre, mais si vous pouvez, je vais rester après, on peut parler individuellement. Je vais vous donner un exemple seulement. Par exemple, l'idée d'un algorithme, c'est une suite ordonnée d'étapes pour obtenir un résultat. On peut faire un algorithme avec Kibo, ou avec Scratch Junior, ou avec un langue de programmation, mais aussi comme on commence à enseigner aux enfants, c'est les étages,
pour faire un sandwich. Ça, c'est aussi un algorithme. Alors, pour chaque idée, on utilise une expérience que les enfants connaissent, qu'ils sont familiers avec, et on apprend ça, on revient à la programmation. Je vais vous montrer un exemple. La première chose qu'on fait aux petits-enfants, c'est on le demande de faire un algorithme pour que le robot danse le Hockey Pokey. Hockey Pokey, c'est une chanson qui est très séquentielle. Il y a quelque chose qui passe, après quelque chose se passe. Et ça, c'est la première chose qu'on fait aux enfants pour qu'ils apprennent. Voilà une petite fille en train de faire Alors, si vous voyez, c'est comme le playground. Il a les physiques aussi, il a l'imagination, il a le travail aux autres. C'est pas seulement statique, le travail. Alors, on pense vraiment qu'on doit commencer à enseigner la programmation quand les enfants sont tout petits. C'est en même temps qu'on enseigne à écrire et à lire. C'est quand ils sont ouverts du monde, qu'ils sont curieux. Il n'y a pas de stéréotypes. Mais aussi, pas seulement pour la question de développement, mais aussi il y a eu des études de l'économique qui ont montré que si un pays ou un État investit quand les enfants sont plus petits, il y a eu plus de retour sur l'investissement. Alors ça, c'est un travail de Nobel lauréat. Il a reçu le Nobel Prize Heckman en économie. Il a montré comme quand il y a plus de retour sur l'investissement, de plus petit ça commence le programme. Alors c'est dommage parce que dans plus de pays du monde, l'informatique est introduite quand ils sont 10 ou 11 au lycée et c'est tard. Et c'est pas assez puissante à ce pour être. Alors, mais si on va commencer quand les enfants sont petits et on pense à l'alphabétisation comme un modèle, on pense à des campagnes d'alphabétisation. Et les campagnes d'alphabétisation, c'est avec la famille. Ce n'est pas seulement avec les enfants à l'école. Quand ton pays décide, le Brésil c'est un exemple en 1960, quand on a décidé d'amener l'écriture pour tout le monde, on enseignait aux parents, on enseignait les enfants, parce que c'est beaucoup de choses qui passent à la maison avant d'aller à l'école. Alors maintenant, ce qu'on fait, on est en train de faire maintenant, c'est avec Scratch Junior et Kibo, une recherche avec des codages en famille, où on a des activités pour parents et enfants pour faire à la maison. Et maintenant, on est en train de faire une étude à niveau mondial de ce qu'est l'impact des différentes interfaces tangibles versus écran sur l'apprentissage des enfants et sur les différents rôles que les parents prennent quand ils travaillent dans différentes interfaces. Alors ça, c'est très intéressant et si vous voulez parler plus de ça après, on peut parler. Et s'il y a des gens qui veulent participer parce qu'on est en train de comparer les différents pays et que tous les gens y fassent. Alors, mais il ne s'agit pas seulement de la technologie, c'est la didactique, c'est la pédagogie. On peut avoir la meilleure technologie du monde. J'aime bien Scratch Junior, j'aime bien Kibo, je tombais amoureux d'eux. Moi, je les ai fait. Mais ça seulement, ce n'est pas assez. Il faut introduire la technologie dans un cadre pédagogique et un cadre théorique, parce que c'est important pour nous pour introduire à l'école. Et c'est ce qu'on fait dans mon laboratoire. J'ai conçu ça, on l'appelle Positive Technological Development. Et c'est très simple. On pense au comportement qu'on veut les enfants qu'ils aillent quand ils utilisent la technologie. Alors, on veut qu'ils produisent du contenu, content creation, oui, c'est le codage, mais aussi on veut qu'ils ont des choix morales. On veut qu'ils travaillent avec des autres, la communauté, création de liens sociaux. Ils veulent que se communiquent, ils veulent apprendre la collaboration et la créativité. Tout ça, c'est important. Alors, quand on fait des curriculums, on pense à tous ces 6 C's, on appelle. Ce n'est pas seulement ce qu'on va enseigner de la façon cognitive.
c'est pas seulement la chose cognitive, c'est comme quand on pense au playground, il y a l'aspect moral, il y a l'aspect social, il y a l'aspect de l'environnement, tout ça. C'est la même chose quand on conçoit des curriculums pour les enfants à l'école. Et je vais vous montrer des tout petits exemples. Quand on veut que les enfants, pour les enseigner le codage, ça c'est la façon qu'on travaille. Alors vous voyez qu'il y a, c'est pas que tout le monde fait la même chose. Il y a beaucoup de collaboration et l'enseignant, elle regarde. Peut-être qu'elle donne un petit "Are you sure?" mais c'est pas qu'elle donne la réponse, la solution pour tout le monde. Et ça prend du temps, mais c'est mieux. Alors ça c'est pour choice of conduct, c'est éthique à la morale, c'est l'importance des choix moraux quand on enseigne le codage. Et si on est conscient qu'on travaille sur la dimension morale est important, alors on pense comme enseigneur et notre réponse d'une façon un petit peu différente. Par exemple, on fait que chacun son tour, quelque chose d'important. Et ça prend du temps, parce que les enfants de 5 ans, ils ne savent pas comment chacun prend son tour. Alors voilà, vous avez un exemple. Alors, ça, c'est quand on a une classe de 20 ou 25 enfants, ça se passe tout le temps. Et c'est bien que ça passe. C'est bien que ça passe parce que c'est comme ça qu'ils apprennent. C'est comme le playground. Je ne sais pas ici, mais aux États-Unis, les gens n'aiment pas quand les enfants se bagarrent. Alors, et quand on fait des curriculums, on prevent ça de passer. Mais notre façon de travailler, c'est on ne prevent pas. On le laisse qu'il se passe et après on travaille avec ça. La community building, pour nous c'est très important. Apprendre à faire le codage, c'est très difficile. Et c'est difficile pour les enfants. Et s'ils vont faire un projet qui exprime ces idées, ils veulent que la communauté peut apprécier ce qu'ils font. Ce n'est pas seulement la maîtresse qui dit « Oh, très bien, très bien ». Alors, tout le temps, ils font un projet et après, ils invitent les parents ou des autres élèves pour montrer ce qu'ils ont fait. Our keyboard will do the ribbon dance. Our keyboard comes from China. This is our program for our keyboard. Begin, repeat 4 times, forward, spin, turn right, backwards, and repeat the scan this 3 times, then end. Alors ça prend du temps dans l'école, parce qu'on doit inviter les parents et on ne doit pas enseigner. Mais pour nous, c'est très important. C'est pour ça que c'est dans le cadre théorique et le cadre pédagogique. Ce n'est pas un afterthought that we do. C'est pas quand on pense au curriculum, déjà, on réserve 2 heures pour ça. Alors, la communication, on enseigne aux enfants à parler, à extérioriser ce qu'ils pensent. Ce n'est pas seulement à faire des choses, mais aussi à parler. Et le travail en équipe, tous les enfants s'apprennent. Ils apprennent de rôles différents. Nos équipes, généralement, ils ont 3 enfants parce qu'il y a quelqu'un qui fait la programmation, quelqu'un qui fait le scan checker, qui fait le scan, et quelqu'un qui fait l'ingénierie.
et après ils switchent. Bien sûr, on peut faire des équipes plus grandes et plus petites, mais on veut que quelqu'un ait un rôle différent et on les enseigne à travailler en équipe parce que ce n'est pas quelque chose qu'ils savent quand ils ont 4 ou 5 ans. On doit les enseigner. Ça, c'est part du curriculum. Ce n'est pas seulement qu'on enseigne le codage, on enseigne le codage et comment travailler en équipe. Et bien sûr, la créativité, vous avez vu déjà. Là, on se croit que c'est un cours d'art, ce n'est pas une classe de codage. Et on veut que les enfants puissent utiliser la créativité de matériaux différents. Ça, c'est très important pour nous. Alors, ça, c'est le cadre théorique qu'on utilise quand un enseignant va introduire le codage. Il pense à tout ça. Il ne pense pas seulement à content creation, le cognitive domain, que traditionnellement, c'est ça ce qu'on pense quand on enseigne le codage. Comment on pense à toutes les autres choses et notre curriculum est conçu pour ça. Et aussi, on a des pour evaluation metrics pour évaluer ça. Quand on évalue les étudiants, on évalue dans toutes les dimensions, pas seulement s'ils savent ou ne savent pas le codage, c'est tout ça. Alors, dans mon équipe à TAPS, on travaille hier on a parlé des ressources, on a produit beaucoup de ressources pour Scratch Junior et pour Kibo. On a des choses en ligne, on a même fait des poupées de Kibo pour enseigner de tout petits enfants, 3 ans, 4 ans. On a des livres, on a beaucoup, toutes ces vidéos que je vous ai montrées, on les a en ligne, vous pouvez l'accéder. Et aussi, on a les curriculums que vous pouvez download. Et le curriculum est conçu pour que les professeurs puissent l'adapter de différentes façons. Alors, mais pour nous, c'est très important d'introduire la technologie dans un cadre pédagogique que ça ressemble au playground et pas le playpen. Et dans le playground, on voit les 6 dimensions que je vous ai. Et maintenant, ce qu'on fait, il y a quelque chose qui manque, et ça, c'est pour finir. Et mon mari, il est neuroscientifique, et quand je vais avec lui dans ces conférences, je vois que tout le monde parle de cerveau. Et moi, je suis là, dans des conférences, et il y a des photos de cerveau, et je dis, mais on ne sait rien de ce qui passe dans le cerveau aux enfants quand ils programment. Qu'est-ce qu'on sait? On ne sait rien. On dit que c'est comme l'alphabétisation. On dit que programmer, c'est comme l'alphabétisation. Mais est-ce qu'on sait que c'est comme l'alphabétisation? Alors, j'ai commencé dans mon équipe à faire des questions qui vont plus de la science appliquée à la science fondamentale. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des enfants quand ils programment? C'est un programme de recherche qu'on vient de commencer avec un bourse de National Science Foundation. Et si la programmation est vraiment une alphabétisation, est-ce que les aires du langage s'activent dans le cerveau quand ils programment? Alors, on a commencé à travailler avec ma collègue Fedorenko avec des fMRI. Et quand les enfants sont en train de programmer à Scratch Junior, on fait un fMRI et est en train d'analyser si les aires de langue aussi s'activent. Et ça, c'est quelque chose de complètement nouveau. On vient de commencer, on a eu 2 personnes seulement qu'on a dans le scanner. Et on va voir ce qui se passe. On est en train d'analyser. Et si peut-être je viens l'année prochaine, je peux vous donner ce qui s'est passé, mais maintenant on ne sait rien. Alors pour finaliser, tout le monde pense la programmation comme un élément de la culture scientifique et la culture numérique. Mais on pense un peu différent. On pense que la programmation comme l'alphabétisme, et si ça c'est notre façon de travailler, mais si on a des données, là, peut-être le cerveau, ça va être encore plus puissant. Aux États-Unis, par exemple, au lycée, on peut prendre un langage de programmation et ça suffit. On ne doit pas prendre le français ou l'espagnol. Si on prend un langage de programmation, on n'a pas besoin d'une autre langue. Et ça, c'est ridicule parce qu'on ne sait rien de la science basique. Alors, les États-Unis, ils sont en train de faire des décisions politiques sans avoir aucune de données. Et même la même chose qu'on parle de STEM, Science, Technology, Engineering and Math, mais on ne sait pas que la programmation, c'est que ça. Pourquoi pas l'alphabétisation? Alors, mon rêve,
c'est la programmation comme alphabétisation, il a vraiment le pouvoir de changer le monde parce que ça, c'est ce que l'alphabétisation a fait pour le monde. Et alors, ça, c'est ce que j'espère, que c'est pas seulement pour apprendre à programmer, aller travailler dans une compagnie, et c'est pour vraiment pouvoir penser le système démocratique d'une façon complètement différente. Alors, merci beaucoup.